Dans les montagnes de Puebla, où l'air est rare et les secrets lourds, certaines histoires pourrissent en silence. Des histoires que la terre engloutit, que les nuages cachent, que personne n'ose raconter à voix haute. Aujourd'hui, nous allons en déterrer une. L'histoire d'un enfant qui gardait un secret impossible. Un secret qui défiait la biologie, la morale et tout ce que nous croyons savoir sur le concept de famille. L'histoire de l'enfant qui était le père de son propre frère. Je m'appelle Matteo Del Valle et vous êtes sur Realidad Prohibida. L'endroit où les ombres ont une voix. Avant de continuer, je vous demande quelque chose. Ce n'est pas un clic, ce n'est pas un chiffre. C'est un pacte. Si vous pensez que ces histoires doivent être racontées, que le silence doit être brisé, abonnez-vous. Rejoignez cette communauté qui ose regarder là où d'autres détournent le regard. Votre abonnement est le carburant qui nous permet de continuer à creuser dans l'obscurité. Cliquez sur la cloche pour que chaque nouvelle vérité vous trouve. Maintenant, retournons à Puebla. Dans une maison en adobe fissurée à la périphérie d'un village sans nom sur la carte. Un endroit oublié de Dieu et du gouvernement. C'est là que vivait Javier. Il avait 12 ans, mais ses yeux n'étaient pas ceux d'un enfant. C'étaient deux puits sombres, remplis d'une sagesse ancienne et douloureuse. Le regard d'un vétéran d'une guerre que personne ne connaissait. Javier avait un petit frère, Miguel, âgé de 4 ans, un enfant fragile, qui riait peu et avait toujours les mains froides. Officiellement, ils étaient les fils de la même mère. Rosa. Une femme rongée par une tristesse si profonde qu'elle n'avait plus de forme. Elle n'était plus qu'une présence, un écho dans les couloirs froids de la maison. Mais la vérité était une bête tordue. Une aberration murmurée par le vent de la Sierra. Javier n'était pas seulement le frère de Miguel. Il était bien plus que cela, et bien moins. La première personne à avoir senti que quelque chose était fondamentalement brisé fut une assistante sociale. Elena Rojas. Elle avait 26 ans et un feu dans le cœur que le système n'avait pas encore réussi à éteindre. Elle est arrivée dans cette maison un après-midi de novembre. Une visite de routine. Un dossier de plus dans une pile qui menaçait de s'effondrer sur son bureau. Famille en situation de vulnérabilité. Aide gouvernementale. Vérification des conditions. La porte s'est ouverte en grinçant. Rosa est apparue. Une silhouette se découpant dans la pénombre de l'intérieur. « Oui » a-t-elle dit. Sa voix n'était qu'un filet de fumée. Elena montre sa carte d'identité. Elle expliqua la raison de sa visite. Rosa la laissa entrer, sans émotion, sans curiosité. La maison sentait l'humidité et autre chose. Une vieille tristesse. Elena s'assit sur une chaise en bois bancal. Elle sortit son formulaire. L'air était dense, lourd. Nom des enfants ? Demanda Elena, même si elle le savait déjà. Javier et Miguel, répondit Rosa en fixant un point sur le mur. Javier était dans un coin, en train de dessiner sur le sol en terre battue avec un bâton. Il ne leva pas les yeux. Il ne dit rien. Elena sentit un frisson lui parcourir la nuque. Ce n'était pas le vent de la montagne. C'était le silence de cette maison. Un silence qui criait. Miguel n'était pas visible. « Et le petit ?» demanda Elena. « Il dort ?» répondit Rosa. L'entretien se poursuivit. Question de routine ? Réponse monosyllabique. Elena regardait Javier. L'enfant ne bougeait pas. Il était totalement concentré sur son dessin, comme si le monde extérieur n'existait pas, comme s'il construisait un mur autour de lui, trait après trait.
Javier va à l'école? Demanda Elena. Parfois. La réponse flottait dans l'air. Brève, finale. Elena sentait que chaque question était une intrusion dans un sanctuaire de douleur. Mais son travail consistait à poser des questions. Son instinct lui disait qu'elle devait continuer à creuser. « Puis-je voir Miguel ?» Juste pour m'assurer qu'il va bien. Les yeux de Rosa bougèrent. Un éclair rapide. De la peur? De la colère? Il est malade. Je ne veux pas qu'on le réveille. L'excuse était plausible. Mais elle semblait fausse. Elena nota dans son carnet. Mère évasive. Le mineur majeur, Javier, montre des signes d'isolement sévères. Impossible de vérifier l'état de santé du plus jeune, Miguel. La visite prit fin. En sortant, Javier leva les yeux pour la première fois. Son regard croisa celui d'Elena pendant une seconde. À cet instant, Elena ne vit pas un enfant de 12 ans. Elle vit une supplication. Un cri muet qui lui glaça le sang. Elle retourna à sa voiture. Elle resta assise, les mains tremblantes sur le volant. Le formulaire semblait être une moquerie. Un ensemble de cases et de lignes qui ne pouvaient contenir l'horreur qu'elle venait de deviner. Le goût métallique de la peur lui remplit la bouche. Elle retourna au bureau du district, un bâtiment gris et anonyme situé dans le chef-lieu. Le dossier de la famille brûlait sur le siège passager. Ce n'était pas un simple document. C'était une bombe à retardement. Elle entra dans le bureau de son supérieur, un homme appelé Armando Morales. Un bureaucrate de carrière dont l'âme était usée par des décennies de tragédies archivées. Morales leva les yeux d'une pile de dossiers. « Qu'est-ce que tu as, Rojas ?» « J'espère que ce sera bref. La journée ne compte pas 48 heures. » Elena posa le dossier sur son bureau. « C'est au sujet de la famille Marquez. La visite d'aujourd'hui. »« Ah, oui. »« Tout est en ordre ? Ils ont signé les papiers pour l'aide ? » ?»« Monsieur, quelque chose ne va pas dans cette maison, » dit Elena, d'une voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. La mère est étrange. L'aîné est absent. Et elle ne m'a pas laissé voir le petit. Morales soupira. C'était le soupir d'un homme qui a entendu la même histoire 1000 fois. Rojas, tu es nouvelle dans ce domaine. Toutes les familles de la Sierra sont bizarres. La pauvreté est bizarre. L'isolement est bizarre. Si tu vas t'effrayer pour chaque mère qui ne te sourit pas, tu ne tiendras pas le coup ici. Ce n'est pas ça, monsieur. C'est le regard du petit, de Javier. Il y a quelque chose de terrible là-dedans. Je l'ai senti. Morales prit le dossier. Il le feuilleta sans grand intérêt. Y a-t-il des signes de violence physique? Des bleus? Des cicatrices? Non, rien de visible. Y a-t-il des témoignages de voisins? Des cris? Des disputes? Pas que je sache. Alors, qu'avons-nous, Rojas? Une impression. Un instinct, dit-il, chargeant ses mots de sarcasme. Le système ne fonctionne pas avec des instincts. Il fonctionne avec des faits, avec des preuves, avec des formulaires. Il lui rendit le dossier. Remplissez le rapport standard. Classez-le. S'il n'y a pas de preuves irréfutables, il n'y a pas d'affaire. Nous avons 200 dossiers plus urgents qu'un regard étrange. Elena resta paralysée. Les mots de Morales n'étaient pas des cris. Ils étaient pires. Ils étaient doux, raisonnables. Ils étaient le bruit d'une porte qui se refermait, le bruit du système qui se protégeait lui-même. Elle sentit une vague de nausée la submerger. L'impuissance lui nouait la gorge. Elle regarda le visage de Morales. Il n'y avait aucune méchanceté dans son regard.
seulement une fatigue infinie. Le visage d'un homme qui avait décidé, il y a longtemps, qu'il était plus facile de classer l'horreur dans des dossiers que de la combattre. Mais monsieur, l'enfant... Rojas, l'interrompit-il, son ton désormais teinté d'avertissement. Faites votre travail. Ne créez pas de problème là où il n'y en a pas. Classez l'affaire. Elena prit le dossier. Le plastique était froid, glissant, comme la peau d'un serpent. Elle sortit du bureau. Le murmure de la bureaucratie emplissait le couloir. Les téléphones sonnaient. Les imprimantes ronronnaient. Les papiers s'entrechoquaient. Le son de l'indifférence organisée. Elle s'assit dans son box. Elle regarda le dossier. Une photo de Ravière, de la taille d'une carte de visite. La regardait depuis la première page. Une vieille photo, prise lorsqu'il était entré à l'école primaire. Un sourire forcé, des yeux déjà tristes. Elle pouvait classer le dossier. Elle pouvait obéir. Elle pouvait devenir Morales. Ou elle pouvait faire ce que personne d'autre n'était prêt à faire. Enfreindre les règles. Cette nuit-là, Elena ne dormit pas. L'image des yeux de Javier était gravée dans son esprit. Elle décida de revenir. Mais cette fois, pas en tant que travailleuse sociale. Pas avec un formulaire à la main. Elle irait en tant que personne. Le lendemain matin, elle annonça qu'elle se rendait dans une communauté éloignée, un voyage qui lui prendrait toute la journée. Un mensonge pour gagner du temps. Elle reprit la route vers la montagne. Mais elle ne se rendit pas chez les Marquez. Elle s'arrêta dans le petit village, une poignée de maisons autour d'une église et d'un magasin. Elle commença à poser des questions, avec subtilité. Elle acheta des boissons gazeuses au magasin. Elle parla du temps, de la récolte. Puis, avec désinvolture, elle mentionna la famille qui vivait sur la colline. La commerçante, une femme âgée au visage ridé, haussa les épaules. Les Marquez. Ils ne descendent pas souvent. Des gens bizarres. Bizarres comment ? Demanda Elena. La femme hésita. Elle regarda des deux côtés, comme si les murs pouvaient entendre. Rosa, la mère. Elle ne va pas bien depuis que son mari est parti. Il est parti ? Oui. Il y a environ 5 ans. Un jour, il n'était tout simplement plus là. Il est parti dans le nord, dit-on. C'est ce qu'elle a dit. Une autre information. Le père absent. Elena continua à poser des questions. Elle parla à un paysan qui attendait le bus. À des femmes qui lavèrent du linge dans la rivière. Les réponses étaient similaires. Des haussements d'épaules, des regards évasifs. C'est leur affaire. On ne s'en mêle pas. C'était un mur de silence. Le code tacite des petites communautés oubliées. Les problèmes d'une maison restent dans cette maison. Personne ne voulait parler. Mais la peur dans leurs yeux parlait pour eux. Ils savaient quelque chose. Ou, du moins, ils soupçonnaient quelque chose. Elena était sur le point d'abandonner lorsqu'un vieil homme, assis sur un banc de la place, lui fit signe. Elle s'approcha. L'homme ne la regarda pas dans les yeux. Il regardait ses propres mains, gercées et tachées de terre. « Vous n'êtes pas d'ici », dit-il, plus comme une affirmation que comme une question. « Non, monsieur. Je cherche des parents. » Le vieil homme eut un rire sec, sans joie. « Personne ne cherche de parents ici. On ne fait que fuir cet endroit. » Il y eut un long silence. « Demandez les Marquez, » dit le vieil homme. Elena acquiesça. « Les gens ne parlent pas parce qu'ils ont peur, » murmura l'homme. « Pas de Rosa. De ce qui vit dans cette maison. »« Qu'est-ce qui vit là-bas » Le vieil homme leva enfin les yeux. Ses yeux étaient clairs, lucides. Un péché. Un péché aussi vieux que ces montagnes.
Il désigna du menton la colline où se trouvait la maison. La grand-mère de Rosa était pareille, et la mère de Rosa aussi. C'est une malédiction dans ce sang. Les hommes s'en vont ou meurent, et les femmes restent seules avec leurs enfants. Elena eut la chair de poule. Que voulez-vous dire? Allez voir par vous-même. Mais soyez prudente. Il y a des vérités qui, une fois vues, ne peuvent être oubliées. Le vieil homme se leva et s'en alla, la laissant seule sur le banc, ses paroles résonnant dans l'air immobile de l'après-midi. Une malédiction, un vieux péché. Les pièces ne s'emboîtaient pas. Elles formaient une image monstrueuse que son esprit refusait d'accepter. Le cœur battant à tout rompre, Elena décida qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle devait retourner dans cette maison, tout de suite. La voiture d'Elena remontait la colline. Chaque mètre était un effort. Pas pour le moteur, mais pour son âme. Le soleil couchant peignait le ciel d'orange et de violet, d'une beauté indifférente à la laideur dont elle allait être témoin. Elle se gara à quelques mètres de la maison. Le silence était différent cette fois-ci. Ce n'était pas un silence vide. C'était un silence qui contenait quelque chose, un secret qui respirait. Elle descendit de la voiture. Elle ne claqua pas la portière. Il la poussa doucement jusqu'à ce que le loquet émette un clic presque inaudible. Il marcha vers la maison. Ses pas soulevaient de petits nuages de poussière rouge. La porte d'entrée était entr'ouverte. Une invitation. Ou un piège. Il ne frappa pas. Il n'annonça pas son arrivée. Il poussa la porte. Le même grincement de vieux bois. L'intérieur était plongé dans la pénombre. Plus sombre qu'auparavant. « Rosa » aplatit la voix basse. Personne ne répondit. Seul l'écho de sa propre voix qui s'éteignit rapidement dans l'atmosphère dense. Il s'avança dans le petit espace qui servait de salon. La chaise sur laquelle il s'était assis était toujours là, vide, accusatrice. Le sol en terre battue était balayé au centre. Les dessins de Javier avaient disparu. Tout était calme, trop calme. Et puis, il l'entendit. Un faible bruit, un gémissement. Il venait de l'arrière de la maison. D'une porte qu'il n'avait pas remarquée lors de sa première visite. Son cœur se mit à battre dans ses tempes. Un tambour sourd et constant. Il suivit le bruit. Chaque pas était un acte de volonté. Le couloir était étroit et sombre. Les murs en adobe étaient froids au contact de son épaule. La porte était fermée. Le son venait de l'intérieur. C'étaient les pleurs d'un enfant. Des pleurs sans force, épuisés. Elena posa sa main sur la poignée. Elle était glacée. Elle tourna lentement la poignée. La porte s'ouvrit sans faire de bruit. Et la réalité se déchira sous ses yeux. La pièce était petite, presque une cellule. Une seule fenêtre minuscule, recouverte d'un chiffon sale, laissait passer une lumière grisâtre. L'odeur la frappa d'abord, une odeur aigre, une odeur de maladie, de sueur, de peur stagnante. Sur un matelas crasseux posé à même le sol, se trouvait Miguel, l'enfant de 4 ans. Il était pâle, squelettique. Ses grands yeux fiévreux fixaient le plafond sans rien voir. Et à côté de lui se trouvait Javier. Il ne jouait pas, il ne dessinait pas. Il était agenouillé, penché sur le corps de son petit frère. Une cuillère à la main, il lui donnait à manger une sorte de bouillie grise provenant d'un bol en argile. Il le faisait avec une tendresse brutale. Une efficacité mécanique. Il nettoyait la bouche de Miguel avec le dos de sa main sale lorsqu'un peu de nourriture se renversait. Il lui arrangeait la tête avec une délicatesse qui ne correspondait pas à ses 12 ans. Il ne ressemblait pas à un frère prenant soin d'un autre. Il ressemblait à un père ou à une mère.
Il ressemblait à un gardien. Et sur une chaise dans le coin le plus sombre de la pièce, tel un spectre, se trouvait Rosa. Elle observait la scène, les yeux vides, sans expression. Elle ne regardait pas ses enfants. Elle regardait la répétition d'une pièce de théâtre qu'elle connaissait par cœur. Elena resta figée sur le seuil, sur le... Son esprit luttait pour comprendre ce qu'il voyait. Les pièces du puzzle que j'avais rassemblées commencèrent à s'assembler avec une violence inouïe. Le père absent. La phrase du vieil homme « C'est une malédiction dans ce sang ». Le regard de Javier. Ce regard d'un vieil homme prisonnier du corps d'un enfant. « C'est maintenant au tour de Javier », avait dit la grand-mère de quelqu'un du village. L'enfant qui fut le père de son propre frère. Le titre de son propre dossier mental résonna comme un coup de tonnerre dans sa tête. Ce n'était pas une métaphore. Ce n'était pas une façon de parler. C'était la vérité littérale, biologique et monstrueuse. Javier, Rosa, Miguel, le cycle. L'air se transforma en verre dans ses poumons. Il ne pouvait plus respirer. Un froid glacial lui parcourut le dos. Un froid qui ne venait pas de la montagne, mais de l'abîme. L'odeur du secret et de la décomposition lui collait au palais. Ses mains, celles qui remplissaient les formulaires, tremblaient sans contrôle. Elle voulait se couvrir le visage, crier, courir. Mais elle ne pouvait détourner le regard. Elle était clouée à cette image, à cette sainte famille de l'horreur. Personne n'avait remarqué sa présence. Ou peut-être que si. Peut-être que cela leur était simplement égal. Elena fit un pas dans la pièce. Le plancher en bois craqua sous son poids. Ce fut un bruit assourdissant dans le silence de la cellule. Javier s'arrêta. Lentement, il tourna la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Elena. Il n'y avait aucune surprise dans son regard. Il n'y avait pas de peur. Il y avait de la reconnaissance. Et une fatigue si profonde qu'elle semblait absorber le peu de lumière de la pièce. Rosa bougea également. Sa tête s'inclina légèrement. « Je savais que tu reviendrais, » dit-elle. Sa voix était plate, sans inflexion, le son des cendres. Elena ne pouvait pas parler. Les mots étaient des pierres dans sa gorge. « Quoi ?» parvint-elle à murmurer. La question mourut sur ses lèvres. C'était une question stupide. La réponse était là, dans cette pièce pourrie. Rosa sembla comprendre la question non formulée. « C'est l'ordre des choses », dit-elle, comme si elle expliquait le cycle de la pluie. « Ça a toujours été comme ça. » Elle désigna Javier d'un geste languissant de la main. Son père a dû s'occuper de moi quand mon père est parti. Et le père de son père, de sa mère, c'est le sang. L'homme de la maison doit s'occuper de la famille, il doit la faire grandir. Chaque mot était un coup, chaque syllabe était un clou dans le cercueil de l'innocence. Elena sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. C'est... balbutia-t-elle, cherchant un mot qui puisse contenir l'énormité de cette horreur. Monstrueux, abominable, illégal, aucun n'était suffisant. C'est la vie, conclut Rosa avec une finalité terrifiante. Notre vie. Javier ne dit rien. Il reporta son attention sur Miguel. Il prit un chiffon humide et commença à essuyer le front fiévreux de son frère. De son fils. Son geste était protecteur, possessif. Il revendiquait son territoire, son fardeau, sa condamnation. Dans ce geste, Elena vit toute la vérité. Javier n'était pas seulement une victime. Le système, la malédiction familiale, l'avait transformé en quelque chose de plus complexe. Il était à la fois victime et bourreau, enfant et père, frère et géniteur.
Il était le gardien du secret, le geôlier de sa propre enfance. Elena recula, d'un pas, puis d'un autre. L'horreur la poussait vers la porte. Elle avait besoin d'air. Elle avait besoin de fuir cette odeur, ce silence, cette vérité qui lui brûlait l'esprit. Elle arriva dans le couloir. Elle s'appuya contre le mur froid, haletante. Le monde extérieur, avec son soleil et ses nuages, lui semblait être une autre dimension. Un lieu imaginaire. La seule réalité était ce qui se trouvait dans cette pièce. Elle sortit son téléphone, les mains tremblantes. L'écran brillait dans l'obscurité. Elle devait appeler quelqu'un. Qui? La police locale, qui était probablement la cousine de Rosa. Son patron, Armando Morales, l'homme des formulaires et des dossiers. Celui qui lui avait dit de ne pas se créer de problème. Elle réalisa avec une effrayante lucidité qu'elle était seule. Complètement seule face à un péché aussi vieux que les montagnes. Le système n'était pas conçu pour cela. Le système était conçu pour ignorer cela. Et à ce moment-là, Elena Rojas, l'assistante sociale de 26 ans, comprit qu'il ne suffisait pas d'être une sauveuse. Pour lutter contre un monstre comme celui-ci, elle devrait devenir autre chose. Elle devrait devenir une guerrière, ou être dévorée par le silence comme tous les autres. Les pleurs de Miguel se firent à nouveau entendre depuis la chambre. Faible, brisé, le son qui la hanterait pour le reste de ses jours. Elena s'enfuit de la maison. Elle ne courut pas. Elle flottait. Ses jambes bougeaient par instinct. Sans que son esprit ne les contrôle, elle arriva à la voiture. La porte était toujours ouverte. Elle s'effondra sur le siège conducteur. L'air extérieur n'était pas frais. Il était épais, imprégné de la vérité qu'elle venait d'inspirer. Elle démarra le moteur. Le bruit était une profanation dans le silence de la colline. Elle conduisit sans but. Les lumières du crépuscule lui faisaient mal aux yeux. Chaque arbre, chaque rocher semblait connaître le secret. Il semblait la juger, parce qu'elle le connaissait aussi. Elle devait le raconter, le crier. Mais à qui? L'image du visage d'Armando Morales lui vint à l'esprit. Sa fatigue, son dédain. Ne vous créez pas de problème, Rojas. Ce n'était pas un problème. C'était un gouffre, et le système n'avait pas de formulaire pour les gouffres. Elle s'arrêta sur la route. Le moteur tournait toujours, émettant un bourdonnement anxieux. Elle appuya son front contre le volant. Le plastique était froid et dur. Il ferme les yeux. La chambre, l'odeur, la tendresse monstrueuse de Javier, le vide de Rosa, les pleurs faibles de Miguel. Il ne pouvait pas l'effacer. Cela faisait déjà partie d'elle. Une tache d'encre sur son âme. Avec une détermination née du pur désespoir, il sut ce qu'il devait faire. Il n'irait pas à son bureau. Il n'irait pas voir son patron. Elle irait voir la seule autorité qui, en théorie, ne pouvait ignorer un crime. La police. Elle roula pendant 1 heure, jusqu'à la ville la plus proche. Un endroit suffisamment grand pour avoir un parquet et pas seulement un poste de police rurale. Les lumières de la ville lui semblaient obscènes. Les gens riaient dans les cafés. Les couples se promenaient main dans la main. Un monde normal, ignorant l'enfer qui brûlait à quelques kilomètres de là. Elle entra dans le bâtiment de la police. Ça sentait le café rassis et le désinfectant. Un agent la reçut derrière un comptoir en verre. « Je veux porter plainte », dit Elena. Sa voix lui semblait étrange, lointaine. L'agent lui glissa un formulaire à travers une fente. « Non », dit Elena en repoussant le papier. « J'ai besoin de parler à quelqu'un. Tout de suite. C'est urgent. » L'agent la regarda avec ennui. Une jeune femme bouleversée. Probablement un problème domestique.
Le détective de service est occupé. Remplissez le formulaire ou attendez. Vous ne comprenez pas. Des enfants sont en danger. Un enfant est... Elle s'interrompit. Comment le dire? Comment exprimer cette aberration sans passer pour une folle? Il y a des abus? Des abus graves, dans une maison dans les montagnes de Puebla. Ce mot « abus » sembla faire son effet. L'agent soupira et décrocha un téléphone. Au bout de 20 minutes, un homme corpulent, vêtu d'une chemise froissée et d'une cravate tachée de sauce, la fit entrer dans un petit bureau sans fenêtre. C'était le détective Ramirez. « Voyons voir, mademoiselle. Rojas. Qu'y a-t-il de si urgent ?» Elena raconta l'histoire. Elle omit ses soupçons les plus sombres au début. Elle parla de la malnutrition de Miguel, de l'isolement de Javier, de l'étrange passivité de la mère. Le détective écoutait, acquiesçant sans grand intérêt. « Je comprends. Négligence. Malnutrition. Nous voyons cela tout le temps, dit-il, comme s'il parlait du temps. Nous enverrons une patrouille vérifier dès qu'une unité sera disponible dans cette zone. Peut-être demain, ou après-demain. Non, insista Elena en se penchant en avant. C'est plus que ça. C'est bien pire. Et puis, elle commit l'erreur de dire la vérité. Je crois que le grand frère est le père du petit. Le détective Ramirez cessa d'écrire. Il leva les yeux. Il la regarda fixement pour la première fois. Puis, un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Un sourire incrédule et compatissant. « Mademoiselle Rojas, avez-vous bu ou pris quelque chose ?»« Non, je dis la vérité. Je l'ai vu. » »« Vous avez vu l'acte ? » ?»« Vous avez un test ADN dans votre poche ? Une confession signée ? » J'ai vu la façon dont elle s'occupait de lui. La mère l'a confirmé. Elle a dit que c'était l'ordre des choses. Le détective s'est adossé à sa chaise, qui a craqué sous son poids. « Écoutez, mademoiselle, j'apprécie votre zèle civique. Mais vous portez une accusation incroyablement grave, presque fantastique, basée sur des impressions et sur la parole d'une femme que vous décrivez vous-même comme étrange. Savez-vous dans quel problème juridique vous pouvez vous embarquer pour une fausse accusation ? » Les murs du bureau semblèrent se rétrécir. L'air devint lourd, irrespirable. Le visage du détective, auparavant simplement ennuyé, ressemblait désormais à un mur. Le mur du système. Impénétrable. Moqueur. « Ce n'est pas faux, » murmura Elena, sentant ses forces l'abandonner. « Bien sûr que non, » dit le détective avec condescendance. « Rentrez chez vous, mademoiselle Rojas. Reposez-vous. Si demain vous pensez toujours la même chose, remplissez le formulaire 2B pour les délits sexuels. Mais il vous faudra plus qu'une histoire d'horreur de la Sierra pour qu'un procureur daigne la lire. » Il la congédia d'un geste de la main. Un rejet. Elena se retrouva à nouveau dans la rue. La nuit était tombée. Le système ne l'avait pas écoutée. Le système s'était moqué d'elle. Elle s'appuya contre un mur froid. Les larmes qu'elle avait retenues pendant des heures finirent par jaillir. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage, d'impuissance totale. Morales avait raison. Le système ne fonctionnait pas avec des instincts. Il fonctionnait avec des preuves. Et elle allait les lui fournir. Le lendemain, Elena ne se rendit pas au bureau. Elle appela pour se faire porter malade. Sa mission avait changé. Il ne s'agissait plus de sauver les enfants. Il s'agissait de monter un dossier si solide que personne ne pourrait l'ignorer. Elle se rendit aux archives municipales. Un bâtiment poussiéreux où les secrets de génération étaient conservés dans des livres comptables et des registres manuscrits.
Elle passa des heures à chercher. Acte de naissance, registre de décès, recensement. Elle commença par la famille Marquez. Elle trouva l'acte de naissance de Rosa Marquez, née en 1985. Mère, Inès Solis. Père, Ricardo Marquez. Puis celui de Javier, né en 2013. Mère, Rosa Marquez. Père, inconnu. Et enfin celui de Miguel, né en 2021. Mère, Rosa Marquez. Père, inconnu. Le même schéma, l'absence de l'homme. Mais cela ne prouvait rien. Il continua à creuser. Il chercha la grand-mère, Inès Solis. Acte de naissance d'Inès Solis. Née en 1965. Mère, Elvira Cruz. Père, inconnu. Le même schéma se répétait, une génération plus tôt. Et puis, il trouva autre chose. L'acte de naissance d'un enfant nommé Matteo Solis, né en 1983. Mère, Inès Solis. Père, inconnu. 2 ans avant Rosa. Le frère aîné, celui qui est devenu l'homme de la maison, lorsque son propre père a disparu. Le père de Rosa. Elena sentit un frisson la parcourir. Elle était en train de regarder le squelette de la malédiction, une généalogie de l'horreur écrite à l'encre officielle. Ce n'était pas une preuve légale, mais c'était une feuille de route. Avec des copies des documents dans son sac, elle retourna à son bureau. Pas pour travailler. Pour affronter son patron une dernière fois. Elle entra dans le bureau d'Armando Morales sans frapper. Il leva les yeux, agacé. « Rojas, elle s'est fait porter malade. »« Je menais une enquête, » dit-elle en posant les copies des actes sur son bureau. « Regardez, » lui ordonna-t-elle. Morales les regarda sans enthousiasme. Des actes de naissance. Et alors? Regardez les noms. Regardez les dates. Regardez l'espace vide où devrait figurer le nom du père. Encore et encore. C'est un schéma. C'est un cycle. L'histoire que je vous ai racontée est vraie, et cela dure depuis des générations. Morales retira ses lunettes. Il se frotta l'arête du nez. Rojas, que voulez-vous que je fasse avec ça? Vous voulez que j'aille voir un juge et que je lui dise que je soupçonne un inceste parce que plusieurs hommes de la même famille n'aimaient pas signer des papiers? Son ton était faussement patient. C'était le ton qu'on utilise avec un enfant têtu ou un fou. Je veux que vous me donniez l'ordre de sortir ces enfants de là. Je veux que vous autorisiez un test ADN. Je veux que vous fassiez quelque chose. La voix d'Elena se brisa. Morales se leva. Il marcha vers la fenêtre. Il regarda la rue en contrebas. « Elena » dit-il, utilisant son prénom pour la première fois. Cela l'alarma plus que n'importe quel cri. « Je vais être très clair avec vous. Ce que vous décrivez, si c'était vrai, serait une monstruosité. Mais ce serait aussi une bombe nucléaire juridique et médiatique. Et nous, ce département, nous n'avons ni le mandat, ni les ressources, ni la protection politique pour gérer une telle affaire. » Il se retourna. Son visage était un masque de pragmatisme froid. Notre travail consiste à réduire la pauvreté, à faire en sorte que les enfants aient à manger et un toit. Nous ne sommes pas des détectives spécialisés dans les crimes génétiques. Nous ne sommes pas des chasseurs de monstres. Puis il prononça la phrase qui changea tout. La phrase qui anéantit le dernier espoir qu'Elena avait placé dans le système. « Si vous avez des preuves d'un crime de cette nature, dit-il, le regard perdu dans un écran, alors ce n'est plus une affaire relevant de la protection de l'enfance. Il s'agit désormais d'une affaire de crime sexuel présumé extrêmement grave. Cela relève d'une autre instance, du parquet spécialisé. Remplissez le formulaire de plainte F07, joignez vos preuves et envoyez-le par la voie officielle.
Ils l'évalueront. Le système ne recherchait pas la justice. Il cherchait à classer l'horreur, à lui attribuer un numéro de dossier, le transférer dans une autre boîte de réception, l'archiver jusqu'à ce qu'il pourrisse et tombe dans l'oubli. Elena le regarda. Elle regarda cet homme qui préférait enterrer un enfer sous une pile de papier plutôt que de risquer sa carrière. Elle ressentit un froid absolu. Ce n'était pas de la colère. C'était une lucidité glaciale. Elle était seule. La police ne la croirait pas. Son propre département s'en lavait les mains. Les règles, les formats, les canaux officiels formaient le mur qui protégeait la bête. Elle prit les copies sur son bureau. « Je comprends », dit-elle. Sa voix était calme, trop calme. Morales sembla soulagé. « Je suis heureux que tu sois raisonnable, Rojas. » Elle se retourna et se dirigea vers la porte. « Oui, » dit-elle sans le regarder. « Je suis très raisonnable. » Elle quitta le bureau, et elle sut, avec la certitude d'un prophète, qu'elle n'y remettrait plus jamais les pieds. Si le système ne brisait pas le cycle, elle le ferait, même si elle devait brûler le système jusqu'à ses fondations. Elena passe la nuit dans son petit appartement. Elle ne dormit pas, elle planifia. Le système lui avait tourné le dos. Il l'avait traitée de folle, de menteuse. Il l'avait ensevelie sous la bureaucratie. Très bien. Elle agirait en dehors du système. Elle savait qu'elle ne pouvait pas retourner chez elle seule et sans armes. Elle n'était ni policière, ni justicière de cinéma. Elle avait besoin d'une arme. Et sa seule arme était la vérité. Mais la vérité avait besoin d'un porte-voix, un amplificateur si puissant que personne ne pourrait l'ignorer. La presse. Elle passa la nuit à faire des recherches sur Internet. Des journalistes d'investigation au Mexique. Des noms connus. Des noms qui avaient y révélé des scandales, qui avaient défié le pouvoir. La plupart étaient inaccessibles, protégés par des couches d'assistants et d'éditeurs. Mais elle en trouva un journaliste indépendant connu pour son travail dans les zones rurales, pour raconter les histoires que personne d'autre n'osait raconter. Ricardo Peña. Il a trouvé son adresse e-mail et un numéro WhatsApp sur un ancien blog. Il lui a écrit un message. « J'ai une histoire. Une histoire qui changera tout ce que vous croyez savoir sur la méchanceté. Elle se déroule dans les montagnes de Puebla. Je ne peux pas donner de détails par écrit. J'ai besoin de vous rencontrer. C'est une question de vie ou de mort pour 2 enfants. » Elle a joint les copies des actes de naissance, la trace des parents inconnus. Elle l'a envoyé à 4 heures du matin. Elle a attendu. Chaque minute était une torture. L'image de Miguel, fragile et fiévreux, la tourmentait. Était-il en vie? Avait-il mangé aujourd'hui? À 7 heures du matin, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. « Ici, Ricardo Peña. J'ai reçu votre message. Ce que vous insinuez est incroyable. Où pouvons-nous nous rencontrer ?» La voix était sceptique, mais il y avait une étincelle de curiosité. La curiosité d'un chasseur d'histoire. Ils se retrouvèrent 1 heure plus tard dans un café routier. Elena lui raconta tout, depuis sa première visite. Le regard de Javier, la porte fermée, l'odeur, la scène dans la chambre, la confession vide de Rosa, la moquerie du détective, le mur de son patron. Peña écoutait en silence. Son scepticisme initial se transforma en une intense concentration. Quand Elena eut terminé, le journaliste resta les yeux fixés sur sa tasse de café vide. « Si la moitié de ce que tu dis est vrai, dit-il finalement, ce n'est pas une histoire. C'est la fin du monde dans une maison en adobe. Tout est vrai, affirma Elena.
Je dois le voir de mes propres yeux. Et j'ai besoin d'une caméra. » Ils décidèrent d'y aller le jour même. Peña contacta un caméraman de confiance. Ils se retrouvèrent dans le dernier village avant l'ascension de la montagne. Ils étaient désormais 3. Elena, le journaliste, et l'homme à la caméra. Une petite milice armée de la vérité et d'un objectif. Ils gravirent la Kriwan vers la colline. Le même chemin qu'Elena ressentait déjà comme une cicatrice dans sa mémoire. Ils arrivèrent à la maison. Rien n'avait changé. Le même silence pesant. La même impression que le temps ne passait pas ici. Peña donna ses instructions. Nous allons entrer. Sans violence. Sans agressivité. La caméra tourne dès le début. Elena, tu parles en premier. C'est toi qu'ils connaissent. Ils s'approchèrent de la porte. Elle était fermée. Elena appela. Rosa, je suis Elena Rojas, l'assistante sociale. J'ai besoin de vous parler. Silence. Peña fit signe au caméraman, qui alluma une petite lumière sur la caméra. La lumière rouge d'enregistrement brilla dans la pénombre du porche. Rosa, nous ne partirons pas, dit Elena, la voix plus forte maintenant, encouragée par la présence des autres. Nous savons ce qui se passe ici. Cela doit cesser, pour le bien de Miguel, pour le bien de Javier. Un bruit à l'intérieur, un traînement de pieds. La porte s'ouvrit. C'était Rosa. Elle semblait plus mince, plus brisée qu'auparavant. Elle regarda Elena, puis Peña, et enfin la caméra. Son visage ne montrait ni surprise, ni peur. Il affichait une résignation infinie. « Le jour est venu », murmura-t-elle. Elle laissa la porte ouverte et se retourna, marchant vers l'intérieur. C'était une invitation à entrer en enfer. Ils entrèrent. L'odeur était pire. L'atmosphère, plus oppressante. Rosa les guida dans le couloir sombre vers la pièce du fond. La caméra de Peña capturait tout. La saleté, la pauvreté, le désespoir gravé sur les murs. Ils arrivèrent au seuil de la chambre. La scène était presque la même. Mais elle avait empiré. Miguel était allongé sur le matelas. Sa respiration était un sifflement à peine audible. Ses yeux étaient fermés. Javier était à ses côtés. Il ne le nourrissait pas. Il lui tenait la main. Une main minuscule et froide dans sa propre main sale. En les voyant, Javier ne se leva pas. Il ne cria pas. Il se pencha simplement sur le corps de Miguel, dans un geste farouchement protecteur, comme un animal défendant son petit mourant. « Sortez d'ici », dit-il. Sa voix était un grognement sourd, la voix d'un enfant contraint de devenir un homme trop tôt. Peña s'avança lentement, la caméra baissée pour ne pas paraître menaçante. « Javier, nous voulons seulement vous aider, » dit-il d'une voix douce. « Personne n'aide, » répliqua Javier, sans quitter Miguel des yeux. « Ils regardent seulement. Et puis, ils s'en vont. » À ce moment-là, Rosa prit la parole depuis le coin sombre. « Il est trop tard, » dit-elle. « L'enfant s'éteint. » Elena courut vers le matelas. Elle s'agenouilla à côté de Miguel. Elle toucha son front. Il était brûlant. Son pouls était faible et rapide. « Il faut l'emmener à l'hôpital, tout de suite !» cria Elena, la panique brisant son sang-froid. Javier la regarda. Et pour la première fois, Elena vit des larmes dans ses yeux. 2 larmes silencieuses roulèrent sur son visage sale. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de défaite. « Vous ne pouvez pas l'emmener, » dit Javier. « Il est à moi. » Le mot « à moi » résonna dans la pièce. Une confession, une déclaration de propriété, un cri d'amour et d'horreur. La caméra continuait de filmer. Le caméraman, un professionnel aguerri, était pâle.
Peña savait qu'il tenait l'histoire de sa vie. Mais ce qu'il voyait était plus qu'une histoire. C'était une tragédie dans son acte final. Leur arrivée avait brisé le charme. Le fragile et terrible équilibre de la maison venait d'être brisé. L'intervention, l'aide, n'était pas un sauvetage. C'était le coup de grâce. Ce qui suivit fut un chaos total. Elena et Peña enveloppèrent San Miguel dans une couverture. Javier se débattit. Il griffait, mordait. Il criait des choses incohérentes. Rosa regardait depuis son coin, immobile. Finalement, ils réussirent à faire sortir Miguel de la maison. Ils l'emmenèrent à la voiture. Elena s'assit à l'arrière, tenant le petit corps. Peña conduisit comme un fou sur les chemins de terre. Javier courut derrière la voiture en criant jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point dans le nuage de poussière. Ils arrivèrent à l'hôpital régional. Les médecins prirent le relais. Ils emmenèrent l'enfant aux urgences. Elena, Peña et le caméraman restèrent dans la salle d'attente. Couverts de poussière, de sueur et de l'odeur nauséabonde de cette maison. Ils attendirent pendant des heures. Personne ne parlait. Le caméraman avait éteint sa caméra. Il n'y avait plus d'histoire à raconter, seulement la fin. Un médecin sortit. Son visage était fatigué. « Nous avons fait tout notre possible », a-t-il dit. L'enfant est arrivé dans un état de malnutrition sévère et souffrait d'une infection généralisée. Son organisme s'est tout simplement effondré. Je suis désolé. Elena n'a pas pleuré. Elle était restée assise. Elle regardait le mur blanc de l'hôpital. Elle ressentait un vide si absolu qu'il semblait avoir un poids physique. Elle avait brisé le cycle. Mais elle l'avait brisé en tuant une partie d'elle-même. Le reportage de Ricardo Peña a été diffusé une semaine plus tard. Ce fut une bombe. Les images de la maison, le visage de Javier, le corps fragile de Miguel, les actes de naissance. Le pays tout entier a vu l'horreur. La police, qui s'était moquée d'Elena, a été contrainte d'agir. Le parquet, qui avait besoin du formulaire F07, a ouvert une enquête d'office. Armando Morales, le supérieur d'Elena, a été suspendu pendant l'enquête sur la négligence du département. Le système, qui était resté sourd, criait désormais son indignation. Rosa a été arrêtée. Lors des interrogatoires, elle a raconté l'histoire de sa famille, l'histoire de la malédiction. Elle l'a fait sans émotion, comme si elle récitait une vieille recette. Elle a peu été déclarée mentalement incapable et internée dans un établissement psychiatrique. Et Javier? Il a été envoyé dans un centre pour mineurs de l'État. On lui a fait passer des tests ADN. Ils ont confirmé l'impensable. Il était le frère et le père de Miguel. Le système avait désormais ses preuves. Il avait son dossier. Il avait ses dossiers remplis. J'ai rendu visite à Elena 1 an plus tard. Elle avait quitté son travail. Elle vivait dans une petite ville sur la côte, loin des montagnes, loin de tout. Elle était assise dans un café face à la mer. « As-tu eu des nouvelles de Javier ?» lui ai-je demandé. Elle a acquiescé sans me regarder. J'ai lu un rapport. Il est en soins intensifs. Il ne parle pas. Il passe des heures à regarder par la fenêtre, vers les montagnes. Les thérapeutes disent qu'il est dans un état de deuil complexe. Il ne pleure pas son frère. Il pleure son fils. Il y eut un long silence, seulement rompu par le bruit des vagues. « J'ai fait ce qu'il fallait, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Sa voix n'était qu'un murmure. Je ne savais pas quoi répondre. Parce que la vérité, c'est que parfois, il n'y a pas de bonne réponse. Parfois, lorsque vous vous penchez au-dessus du gouffre pour combattre les monstres, le gouffre vous regarde en retour.
Et d'autres fois, il vous entraîne avec lui. Elena a brisé le silence. Elle a brisé le cycle. Mais le son de cette rupture était le cri d'un enfant que personne n'a pu sauver, et le silence éternel d'un autre qui a tout perdu. Une victoire qui ressemble exactement à une défaite. Je suis Matteo Del Valle, et rendez-vous dans la prochaine Réalité interdite.